de ce qui précède. De ce qui précède. Les différents tableaux. De ce qui précède les tableaux que vous voyez devant vous montrent que le bilan de l'accord est un bilan très controversé. Le solde de ce bilan est davantage un solde négatif. Les effets négatifs sont supérieurs aux gains. Et là, l'accord a aggravé les finances publiques, il a pesé lourdement sur les équilibres économiques, financiers et monétaires du pays. En outre, les régions marginalisées nous ont rendu compte, bien avant la Révolution déjà, dès 2008, que malheureusement, les causes structurelles allaient conduire vers une explosion sociale, bien avant la Révolution 2010, janvier 2011. Vous pouvez constater que l'accord s'est également traduit par un déficit énorme de la balance commerciale. Vous voyez sur cette photographie l'évolution, malheureusement, l'aggravation du déficit structurel de la balance commerciale. La balance commerciale n'est plus seulement déficitaire, elle est structurellement déficitaire, en longue période. Bien avant la signature de l'accord, mais surtout elle a été aggravée pendant la période fiscalo-douanière de 1996 jusqu'à 2008. En 2009-2010, juste avant la Révolution, déjà le seuil de moins 10 milliards de dinars avait été rapproché. Bien sûr, ce déficit s'est aggravé pendant les 3 dernières années, c'est-à-dire après 2010 jusqu'à présent. Cette balance commerciale déficitaire, puisque nos exportations ne couvrent pas du tout nos importations, ça se traduit par une augmentation de l'endettement. Et vous voyez dans ce graphique la courbe ascendante de l'endettement du pays avec une simulation qui a été faite jusqu'à 2024. Vous constatez que surtout une aggravation de l'endettement pendant la première période fiscalo-douanière et au fur et à mesure que nous avançons vers l'achèvement du démantèlement tarifaire, l'endettement augmente. Bon. Un autre phénomène que nous avons constaté à travers l'application de l'accord tunisio-européen, c'est l'évasion de capitaux. Il y a beaucoup de rhétorique et beaucoup de discours sur les investissements extérieurs pour bien montrer que les effets de l'IDE sont positifs, et effectivement, les flux des investissements extérieurs a été positif, mais malheureusement, ce phénomène a été accompagné par un phénomène pervers, c'est-à-dire l'évasion de capitaux. Et là, nous attirons l'attention sur une étude qui a été faite par l'Institut de recherche de Massachusetts aux États-Unis, qui montre les variations année par année de cette type de capitaux, de capital flight. Et le capital flight, parfois, a dépassé 4,5 milliards d'euros, milliards de dollars. Autrement dit, vous pouvez voir les points, les 4 points, 1, 2, 3, 4 de ce graphique, c'est au-dessus du seuil de 2 milliards de dollars de fuite de capitaux de la Tunisie vers l'extérieur. Pendant toute la période fiscalo-douanière de 1996 jusqu'à 2008. Donc il ne s'agit pas de dire que les effets, les IDE, notamment les IDE en provenance d'Europe, sont positifs. Il faut établir la corrélation en même temps avec la fuite des capitaux de la Tunisie vers l'extérieur. J'ajoute, et je termine cette première partie par une observation sur un carte économique du pays. Nous constatons que malheureusement, la plupart, 80% des investissements pendant cette période ont été localisés le long d'une
littoral est. Autrement dit, nous avons une fracture dans le tissu industriel. Nous avons une fracture entre, non pas un seul pays, mais nous avons affaire à deux Tunisies. Une Tunisie où les grands investissements, où les gros investissements et les infrastructures de base sont dans le littoral est du pays, et malheureusement le reste du pays a souffert pendant de longues années. J'en viens maintenant à ma deuxième partie, si vous le permettez. Et là, nous faisons simplement une esquisse d'une réflexion prospective. Nous considérons que l'environnement géopolitique, énergétique, monétaire, économique et social auxquels seront confrontées les nouvelles générations dans les 10, 15 prochaines années va probablement connaître encore des bouleversements dans le contexte de la mondialisation, étant donné que les peuples de la région sont des peuples en mouvement et revendiquent leur émancipation après avoir enduré pendant des années une douloureuse détresse. Nous nous interrogeons sur les futures configurations en trois scénarios qui concernent la Tunisie et le Maghreb de demain, et donc qui concernent les perspectives de relations en Tunisie avec l'Union européenne. Le premier scénario, c'est celui de l'association partenariale de proximité. Nous voyons dans cette première hypothèse que l'accord d'association n'a pas favorisé l'intégration régionale au Maghreb, à laquelle se réfère l'article 45 de l'accord d'association. En effet, je vous rappelle que l'article 45 de l'accord d'association stipule que les parties signataires s'attachent à favoriser tout type d'action à impact régional sur le commerce interrégional à l'échelle du Maghreb, sur le développement des infrastructures économiques, sur la recherche scientifique et technologique, et également en ce qui concerne les questions douanières. Malheureusement, pas grand-chose, sinon rien n'a été concrétisé au titre de l'article 45 de l'accord d'association Tunisie. Dans cette hypothèse, le projet d'accord, du nouvel accord de libre-échange complet et approfondi de l'Union européenne et le statut avancé proposé par l'Union européenne vise à lier de façon irréversible l'économie tunisienne à la sphère d'intérêt géostratégique de l'Europe. Le plan d'action Tunisie-Union européenne pour 2013-2017 fait suite à une communication de la Commission européenne en date du 8 mars 2011 qui porte le titre de, je cite, « Partenariat pour la démocratie et une prospérité partagée avec le sud de la Méditerranée ». Les principaux axes de ce plan d'action de l'Union européenne tendent à renforcer les liens politiques, économiques, sociaux et culturels de la Tunisie avec l'Union européenne. L'insertion économique complète au sein du marché intérieur de l'Union européenne et l'encadrement et le financement de la société civile. Autrement dit, nous avons affaire à une version corrigée, revue corrigée, du partenariat euro-méditerranéen de Barcelone, de 1984. De notre point de vue, le projet de statut avancé proposé par l'Union européenne énonce clairement les exigences de la politique méditerranéenne après le printemps arabe. D'abord, la suppression complète des droits de douane, donc l'extension complète au secteur de l'agriculture et aux services. Ensuite, l'exigence de la protection renforcée des investissements européens et donc un alignement du droit de la législation nationale sur le droit communautaire de l'Union européenne. Et troisièmement, il pose la conditionnalité politique dans le droit firme de l'ingérence démocratique pour renforcer le dialogue politique Tunisie-Union européenne. Dans cette hypothèse, le statut avancé et le projet ALECA font partie intégrante d'un vaste projet, un projet d'une zone pan-européenne et pan-euro-méditerranéenne. Un vaste projet
d'une zone pan-euro-méditerranéenne. Ce projet est essentiellement géopolitique. Il fait apparemment retour à la géographie politique d'une autre époque. Il fait apparemment retour à la géographie politique d'une autre époque, selon laquelle le principe d'association et la politique de l'indigénat, le principe d'association et la politique de l'indigénat, inspiraient forcément la doctrine impériale. Dans cette même hypothèse, le renforcement du dialogue politique au titre de l'accord d'association et au nom de l'ingérence démocratique fait fi à de nombreuses résolutions des Nations Unies, notamment au Pacte international sur les droits civiques et politiques, et également il fait fi essentiellement au Pacte international des droits économiques, sociaux et culturels. Ce scénario nous permet de soutenir que l'accord d'association de l'Union européenne n'a produit aucun impact positif sur le commerce intra-maghrébin. Le commerce intra-maghrébin est resté extrêmement faible pendant toute la période, et bien avant la période de transition fiscalo-douanière. Donc, l'accord n'a pas permis une augmentation des échanges entre les pays maghrébins, et le taux intra-maghrébin est un taux en termes de commerce intérieur maghrébin extrêmement faible. Bien sûr, l'accord n'a pas exercé un effet également, n'a pas permis une négociation entre maghrébins sur les questions douanières. Et enfin, l'accord n'a pas débouché sur des politiques communes entre les États du Maghreb. Le second scénario que nous envisageons, c'est-à-dire une deuxième hypothèse, qui retient que l'accord d'association de l'Union européenne ne répond pas et ne répond plus aux nouvelles réalités socio-économiques et politiques du pays, surtout après la Révolution. La Révolution a remis à plat un tel accord, ce qui requiert, du point de vue d'un certain nombre de forces à l'intérieur du pays, ce qui requiert une dénonciation juridique de l'accord. Les relations de l'Union européenne ne sont pas isolées des relations intra-maghrébines. Même si nous considérons que le traité de Marrakech de 1989 est un traité complètement dépassé par les événements. Dans cette configuration, l'intégration globale du Maghreb de demain ne pourrait être qu'une intégration à géométrie variable. Le blocage du Maghreb exige le passage à une autre architecture, une architecture d'un Maghreb à géométrie variable. Le développement du Grand Maghreb s'accompagne dans cette perspective, pourrait s'accompagner dans cette perspective d'un progrès général, économique et social, et d'opportunités novatrices pour le secteur privé des pays du Maghreb et bien sûr aussi l'interconnexion des universités et des institutions de recherche scientifique. Ce scénario implique que les décisions de nature stratégique et de sécurité soient prises d'un commun accord par les gouvernements à l'échelle du Maghreb. Enfin, ce scénario serait probablement dans le droit fil des événements inédits qui ont bouleversé l'espace du Maghreb et l'ensemble de la région du monde arabe. Troisième et dernier scénario, j'en terminais par ça, c'est que dans une troisième hypothèse, de réflexion prospective, nous n'écartons pas la prise en considération de toutes les conséquences du bilan de l'accord d'association de l'Union européenne. Certains auteurs et certains experts affirment à juste titre que l'on ne peut pas avoir à la fois un développement économique inclusif, autocentré, productif de richesse, et en même temps un libre-échange systématiquement étendu, complet et approfondi
nord-sud qui accentuerait la verticalité et non pas l'horizontalité. Nous ne saurions échapper à l'impératif de la problématique d'un stand-by. Nous ne saurions échapper à l'impératif dans cette hypothèse, dans cette dernière hypothèse, à l'impératif de poser le problème d'un stand-by de l'accord d'association européenne et donc d'une révision de l'accord de 1900. Nous devrions aussi tenir compte des erreurs des négociations séparées qui ont caractérisé les relations Europe-Maghreb depuis plusieurs décennies. Il n'y a jamais eu une négociation de groupe à groupe entre l'Europe d'une part et le Maghreb d'autre part. L'Europe s'était refusée de négocier de manière collective de groupe à groupe. Elle a préféré, elle a opté pour des négociations séparées, bilatérales, avec la Tunisie, avec le Maroc, avec l'Algérie, avec la Mauritanie, etc. Mais on n'a jamais eu une négociation d'ensemble avec l'ensemble de l'Europe. Nous devrions donc tenir compte des erreurs des négociations séparées et par conséquent, la révision de l'accord d'association devrait être accompagnée